le saviez, l'Observatoire de Paris est l'institut, l'observatoire au monde le plus ancien, toujours en activité, puisqu'on a fêté l'année dernière nos 350 ans. Et l'Institut de mécanique céleste, de calcul des éphémérides, se charge depuis 350 ans de calculer les trajectoires des objets du système solaire. Ils ont des modèles très très sophistiqués qui prennent en compte toutes les perturbations de toutes les planètes et du Soleil avec différents types de modèles. Donc vous voyez, il y a plein de paramètres, c'est des grands ordinateurs qui tournent. Et donc Jacques Lascar, Agnès Fenga et les co-auteurs ont utilisé leur modèle planétaire pour essayer de traquer cette planète, de savoir où elle est. Et donc, comment fait-on? Il se base bien sûr sur les masses de toutes les planètes, mais en plus de cela, on a des sondes qui parcourent notre système solaire. Et grâce aux sondes, ça permet d'avoir encore plus de précision sur les planètes, puisque, par exemple, si je prends Cassini était, là aussi, l'année dernière, elle a plongé l'atmosphère de Saturne, était en orbite pendant 20 ans, ou presque. Non, elle est partie en 20 ans. Donc, elle était en orbite pendant plusieurs années autour de Saturne. Et donc, on connaît la position de Saturne à moins de 100 mètres. Alors, vous imaginez à moins de 100 mètres. Et donc, parce que la sonde est autour de Saturne, donc on sait où est la sonde, donc forcément, on sait où est Saturne. Et quand on sait la position d'une planète à 100 mètres près, on est capable de calculer des superbes éphémérides et de pouvoir confronter le modèle avec la théorie. On connaît aussi Uranus, un peu moins, puisqu'on n'a pas été en orbite autour, mais on a des précisions qui ont été données par les sondes Voyager, etc. Et pour Pluton, maintenant, on connaît un peu mieux Pluton, puisqu'il y a une sonde aussi qui est allée. Et donc, grâce à ça, on peut, voici la planète 9, voilà, voici le même diagramme entre l'écart entre l'observation et le modèle, avec la position que l'on connaît de façon très précise de toutes les planètes du système solaire. Je l'ai montré pour Saturne. Eh bien, on peut essayer de savoir si on met une planète ici, est-ce que ça va changer nos résidus, donc la position des planètes. Eh bien, en plaçant la planète sur une orbite, comme on l'a décrit tout à l'heure, très elliptique, entre 200 et peut-être 1200 unités astronomiques, eh bien, en la plaçant à différents endroits, on voit que les résidus, voilà, en rouge, c'est avec la planète 9, ça augmente. Il faudrait qu'on trouve autour de 0 le résidu. Donc, en faisant ça, ici, on peut éliminer des endroits. Voilà, par exemple, ici, ça pourrait être qu'on finit ici. Avant, là, ça ne peut pas être dans cet endroit-là parce qu'on a trop d'écart par rapport au modèle. Vous voyez? Donc, on peut, en plaçant à différents endroits et en sachant ce qu'on connaît de nos planètes à nous, eh bien, on peut éliminer des endroits. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, résumé ici. Et les rouges, c'est tout ce qui est impossible. Et là, c'est tout ce qui est probable. Et là aussi possible. Donc, ils ont fait ce calcul-là. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails là. Mais par exemple, ici, ça c'est le plan de l'écliptique. Les zones colorées, ce sont les zones plus ou moins probables. Donc, les relevés qu'ils ont utilisés, différents relevés, combinés à la contrainte donnée par Saturne, excluent déjà les 2/3 de l'orbite. Donc, tout ce qui est bleu clair, bleu foncé, vert, orange, vous oubliez. Et donc, les relevés en cours et futurs devront explorer les régions qui sont les plus probables, qui sont jaunes et rouges. Voilà. Donc, ça réduit quand même pas mal. La planète 9 est probablement au-delà de 700 UA actuellement. Donc, c'est moins favorable. On aurait espéré qu'elle soit au plus près. Vous vous rappelez, c'est à 200 UA, mais non, elle est un peu plus loin. Et où elle passerait le plus clair de 100 ans. Mais ça veut dire que la magnitude serait entre 22 et 25. C'est pas si faible. Mais seulement, elle bouge très lentement. Rappelez, plus c'est loin, plus c'est lent. Et donc, c'est comme ça que Fienga et Lascar et al. Prévoient donc la position où chercher la zone noire. C'est la constellation de la Baleine. Donc c'est là que c'est une des deux régions, parce qu'il y a d'autres équipes aussi qui ont cerné des régions. C'est une des deux régions où les gens essaient de chercher la planète 9. Par exemple, Brown, le fameux, celui qui a avancé l'idée de la planète 9, utilise une caméra de choix, la caméra géante sur le Subaru, qui est à 8 mètres, à Hawaï, qui fait un champ d'1,5 degré, pour chercher, explorer cette région de la Baleine.
depuis 2016 et pour l'instant, rien encore. Vous aussi, vous pouvez aider au projet, puisque maintenant vous connaissez ces projets de science participative. Celui-ci s'appelle Backyard World. Donc on vous invite à télécharger un petit bout des images obtenues par le télescope spatial infrarouge WISE. Voilà. Et avec la même méthode que tout à l'heure on a testé et que vous avez brillamment réussi, traquer quelque chose qui a bougé entre deux images, eh bien traquer quelque chose qui aura bougé. Et ici, ça a la bonne magnitude, eh bien vous aurez contribué à la découverte de la planète 9. C'est un gros boulot, c'est pour ça que tout le monde est mis à contribution. Donc, si planète 9 il y a, d'où vient-elle? Eh bien, deux hypothèses. Soit elle s'est formée sur place, c'est mon modèle tout à l'heure, là, formée sur place, peut-être une cinquième géante, soit alors une exoplanète capturée d'un autre système stellaire lors d'une rencontre proche. On sait qu'on a trouvé des nouvelles planètes en dehors de notre système solaire. Maintenant, le compteur est à plusieurs milliers. Hein. Donc ici, vous avez un diagramme de ces planètes. On a trouvé des planètes de tout type, de super-Terre à des Jupiters chauds, voilà, vraiment de tous les types. Alors, explorant cette hypothèse d'origine comme un produit naturel de la formation planétaire. Voilà notre rappel du système solaire. On sait que Jupiter et Saturne s'est formé de façon rapide, en quelques millions d'années. Voilà, donc la création planétaire, je vous ai expliqué, c'est à partir d'un cœur qui grossit de plus en plus. Par contre, ce mécanisme qui a fait grossir Jupiter et Saturne et qui ont pu capter le gaz environnant, parce qu'ils avaient un cœur suffisamment gros, jusqu'à 10 masses terrestres, vous êtes capable de capter l'essentiel de la masse de la nébuleuse qui était du gaz, d'hélium et d'hydrogène. Sauf qu'à ce jeu-là, Uranus et Neptune n'ont pas eu le temps de le faire, parce qu'ils sont trop loin. Donc, entre-temps, le gaz s'est dissipé, donc elles n'ont pas pu grossir aussi fortement que Jupiter et Saturne. Donc c'est pour ça qu'on appelle Uranus et Neptune des géantes glacées. Elles ne sont pas dominées en masse par leur enveloppe gazeuse, mais plutôt par leur cœur solide. La formation d'Uranus et Neptune a probablement été accélérée par des collisions mutuelles entre protoplanètes. Comment on peut supposer ça? Parce qu'on voit que leurs axes, elles sont vraiment très chamboulées. Uranus, je vous rappelle, est couché sur son orbite. Ce scénario, qui implique des perturbations gravitationnelles par Jupiter et Saturne, conduit également à l'expulsion de protoplanètes. Ça, c'est quelque chose qui paraît naturel dans le processus de formation planétaire. Et puis l'origine d'une planète 9 comme une capture à partir d'un système, ça aussi c'est plausible, parce que le Soleil, on sait que les étoiles naissent par grappes, par plusieurs centaines, par plusieurs milliers, et on sait que le Soleil est né aussi dans un amas stellaire. Donc avant que les étoiles se soient dispersées avec le temps, parce que maintenant il n'y a pas de compagnons au Soleil, eh bien on peut imaginer dans cette enfance du Soleil des systèmes planétaires qui étaient très proches les uns des autres, où il y a pu avoir aussi échange et capture d'une planète, d'un système à un autre. Et donc, je regarde mon temps, voilà, je suis on time. Fin 2012, non là je me suis trompé, fin 2017, le doute s'insinue. Donc je vous rappelle, en 2016, on a cette hypothèse, et là, juste il y a quelques mois, le doute s'insinue. Pourquoi? Eh bien, avec un relevé tout récent, qui a commencé en 2013 et qui s'est terminé justement en 2017, un relevé qui s'appelle OSOS, pour Outer Solar System Origin Surveys. Donc c'est un relevé entrepris par une équipe canadienne et française aussi, donc Brett Gladman, avec qui je me suis entretenu sur ce sujet-là. Donc ils ont découvert 800 transneptuniens avec le télescope français, canadien, hawaïen, le CFHT. D'accord? Donc avec la Megacam, qui est une caméra que j'ai aussi utilisée, qui permet, avec un très grand champ qui fait la taille de la pleine lune, de pouvoir embrasser une grande quantité de ciel et traquer tous les objets. Et donc ils ont fait ce qu'on appelle un relevé profond et découvert 800. Ce n'était pas le but de trouver des objets extrêmes, mais dans ces 800 transneptuniens,
ils ont trouvé 8 objets extrêmes. Ceux-là même dont on parle depuis le début. Et quand on les place sur une orbite, eh bien regardez, il n'y a plus du tout un alignement. Le seul objet qui correspondrait, ça serait celui-là. Il n'y en a qu'un sur les 8 qui est là. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils doutent fortement des précédentes observations. Eux, ce qu'ils disent, donc cette équipe franco-canadienne, elle a étudié en détail son relevé. Je les connais très bien, ce sont vraiment des observateurs chevronnés et ils sont très méticuleux. Donc ils font un survey et tout survey a ce qu'on appelle des biais. C'est-à-dire qu'on est forcément biaisé par des différents paramètres. Par exemple, quelques biais qui sont évidents, c'est le fait que on va regarder dans l'écliptique. Donc l'écliptique, c'est là où le plan des planètes, c'est là qu'on va trouver le maximum d'objets, donc c'est là qu'on va regarder en priorité. Or l'écliptique, on le regarde à certaines saisons, parce qu'il est haut dans le ciel. On ne va pas regarder quand l'écliptique est très bas, c'est parce que c'est pas facile d'observer. Et puis, on évite aussi de regarder dans la direction du centre galactique. Pourquoi? Eh bien parce que vous ne pouvez pas voir dans cette foison d'étoiles, parce qu'il y a plein d'étoiles dans la direction du centre galactique, quelque chose qui va bouger, parce qu'il sera forcément caché par d'autres étoiles. Donc ça ne sert à rien de s'échiner à regarder, découvrir de nouveaux objets dans une fourmilière d'étoiles. Mais néanmoins, connaissant ces biais, on peut les corriger. Et donc ce qu'ils trouvent, ces personnes, une fois que ces biais sont corrigés, les objets distants découverts, ceux qu'ils ont découverts donc, ils sont compatibles avec une distribution en orbital aléatoire. C'est-à-dire qu'à cause de ces biais-là, ils disent que si on a trouvé des orbites anti-alignées, c'était à cause des biais observationnels. Et eux, ils ont fait donc un relevé très cohérent, parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Ils ont soigneusement étudié ces biais. Et quand ils les corrigent, ils expliquent pourquoi ils trouvent que ces orbites comme ça, et pas par là et pas par là. Voilà. Et la même équipe affirme que le confinement orbital de la P9 ne marche pas non plus. Ils ont fait des simulations, donc ça jette un peu le trouble. Bon. Et dernière nouvelle, eh bien Alexandro Morbidelli, qui lui-même aussi soutient la présence de la planète 9 pour chasser ces orbites-là, il a fait aussi une autre étude pour étudier les orbites des comètes de la famille de Halley. Alors la famille de Halley, comme son nom l'indique, ce sont les comètes qui partagent les mêmes particularités orbitales de la comète de Halley. Ce sont des comètes qui viennent du nuage de Oort et qui sont perturbées par Jupiter et qui après deviennent de cette famille-là. Eh bien, s'il y avait la planète 9, ça perturberait cette famille de comètes-là. On ne les verrait pas en fait, en gros. Donc là aussi, c'est quelque chose de très fort, c'est que s'il y avait cette planète 9, eh bien, ça ne marcherait pas très bien pour expliquer la distribution des comètes que l'on a ici et qu'il faut bien valider. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous attendiez une réponse? Eh bien, on va résumer tout ça. La planète 9 n'a pas encore été découverte, sinon je vous l'aurais dit d'emblée. Le soupçon sur sa présence est néanmoins sérieux. Il y a quand même une équipe qui dit que oui. Elle explique simultanément certaines caractéristiques jusqu'alors incomprises du système solaire. Surtout ce plan-là, ça serait quand même merveilleux, parce que sinon on n'a pas d'explication. Cependant, fin 2017, des doutes apparaissent sur les biais dans les observations. Et là, c'est quand même quelque chose de très sérieux, les biais. On a du mal à corriger ces biais, c'est un gros problème. Elle ne résout pas toutes les questions liées aux objets transneptuniens. Par exemple, la falaise de Kuiper, elle n'est pas expliquée par la planète. Et ce n'est pas la première fois qu'une nouvelle planète est prédite, mais on a maintenant des prédictions d'orbite. Ça, c'est ce qu'on peut dire, parce que grâce à la mécanique céleste, grâce aux travaux, les précisions accomplies par les données spatiales, on peut avoir une prédiction d'orbite, la position de cette planète. Si elle existe, c'est un type d'objet nouveau dans le système solaire. C'est une super Terre.
On a vu que c'est une masse de 3/5 de la masse de Neptune. Mais c'est quelque chose de courant dans les systèmes exoplanétaires. Donc ce ne serait pas un scoop, en même temps ça nous même conforterait la généralité de notre système solaire. Si elle existe, elle est sans doute proche de son aphélie. Ça, c'est pas la bonne nouvelle, donc supérieure à 700 UA. La magnitude estimée est entre 22 et 25, mais ce n'est pas du tout hors de portée de notre instrumentation. Et je vous ai identifié quelques endroits dans le ciel, comme la baleine. Eh bien, tout ça, ça équivaut à quelque chose qu'entre 2000 et 4000 degrés carrés. En référence, la Lune, c'est un quart de degré carré. Donc, ce n'est pas non plus une tâche insurmontable. Il n'est pas exclu qu'elle figure déjà dans certaines observations. Vous savez, Neptune, qui a été découverte au XIXe siècle, eh bien, Galilée les avait dans ses photos. Donc, ça se trouve, le projet de science participative, il faut y aller. Peut-être que la planète est déjà là. Mais concrètement, à partir de 2023, on a un grand relevé qui va commencer pour 10 ans. C'est le Large Synoptic Survey Telescope, donc un télescope de 8 mètres installé au Chili avec une super géante caméra donc qui va couvrir plusieurs degrés carrés dans le ciel et qui va faire couvrir tout le ciel en quelques jours. Tous les 3-4 jours, il aura scanné tout le ciel. D'accord ? Et à un rythme effréné. Donc ça sera le relevé le plus sensible jamais réalisé. Sauf qu'il faut attendre 2024. Mais effectivement, si la planète existe, eh bien, grâce à ce relevé, on le trouvera. Et sinon, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Donc la morale de l'histoire. Pour l'instant, puisque j'ai rien à vous dire de plus, il faut arrêter de dire que le système solaire a 8 planètes. Il faut dire, on connaît aujourd'hui 8 planètes dans le système solaire. Et puis le mot de la fin, c'est ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que finalement, ce que je vous ai raconté là, vous pourriez penser à des égarements, des errements, eh bien, c'est le fonctionnement normal de la méthode scientifique. De nouvelles données amènent les scientifiques à faire des hypothèses et à élaborer un modèle, donc une interprétation. On a vu ces orbites anti-alignées, donc il faut les expliquer. Et puis ce modèle, une fois qu'on l'a fait, eh bien, il est ensuite confronté à de nouvelles données, si elles arrivent, ou à de nouvelles théories, qui peuvent le confirmer ou l'invalider. Et donc, en attendant le LSST en 2023, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Alain. Je suppose que vous avez des questions. Moi j'en ai une ou deux avant de vous passer la parole. Est-ce que le James Webb va pouvoir aider dans la recherche de la planète 9 ou c'est pas son domaine de... Oui, alors le James Webb, c'est un télescope de 6 mètres, ça pourrait, mais sauf que... il est en dehors de l'atmosphère. Oui, mais sauf que il faudrait dédier énormément de temps. Ah oui. Or, que vont dire les gens qui travaillent sur les galaxies, la Cosmo, ils vont dire, ok, la planétologie, d'accord, mais on en veut aussi pour nous. Donc, il ne pourra pas être dédié à cette recherche-là. Tandis que ce télescope-là, oui, d'accord, j'ai compris. Un survey télescope, comme on dit, un dédié au relevé, va pouvoir... Et pour la présence de la planète 9, est-ce que la migration des planètes qui s'est produite dans le système solaire a pu aider, perturber ou n'a pas influencé parce qu'elle est beaucoup trop loin? Oui, ça rentre tout à fait en jeu. Si elle est confirmée, il faudra que les modèles de migration en tiennent compte. Voilà. Eh bien. Voilà, merci. Alors j'ai une question en fait à propos de ce qu'on observe au niveau des grandes échelles. En fait, on parle de matière noire, donc en fait de matière qui n'interagirait pas avec la matière lumineuse, enfin qu'on peut observer. Je voudrais savoir, est-ce que c'est quelque chose qui à petite échelle, donc dans notre système solaire, pourra avoir un effet? Non, c'est à grande échelle la matière noire. On ne sait pas d'ailleurs de quoi elle est faite, comment la détecter, mais c'est plutôt des perturbations à très très grande échelle. Localement, non. D'accord. Et la modification de la gravité, enfin de les lois de Newton avec les théories de monde, c'est écarté. On peut pas.
Ça, il faudrait demander à Jean-Pierre Luminet. C'est pas mon domaine, mais personne, jamais en planétologie n'a avancé ces théories parce que c'est vraiment à toute petite échelle. D'accord. D'autres questions? Allez-y. Oui, les observations de Gaïa permettent-elles d'en savoir plus sur les objets, sur les astres transneptuniens? Alors Gaïa est à la moitié de son grand relevé, parce que c'est aussi un télescope de relevé, sauf que lui, Gaïa, mesure la position très très précise. Hein. Donc effectivement, il va voir tout ce qu'il y a dans le ciel, y compris 1 milliard d'étoiles, des centaines de milliers d'astéroïdes, et donc forcément des transneptuniens. Sauf que la magnitude limite de Gaïa, c'est 20 à 21. Et quand on regarde les objets jusqu'à 20-21, il y en a une dizaine de transneptuniens. Mais par contre, avec cette dizaine, cette poignée, on aura des orbites très très précises grâce à Gaïa. Donc on pourra même jeter à la poubelle toutes les anciennes données, parce que grâce au point relevé très précis de Gaïa, on pourra avoir une meilleure orbite de ces objets-là. Donc ça sera très, très intéressant d'avoir ces données. Et on devrait avoir un premier catalogue de positions qui va sortir dans les prochains mois. Oui, dans le principe de la recherche collaborative, on disait que ça serait efficace essentiellement si la planète se trouvait à proximité du périhélie. Il me semble avoir vu ça dans le texte. Or, d'après les données que l'on a supposées, elle serait au contraire assez proche de l'aphélie. Est-ce que ça ne rendrait pas inefficace cette tentative de recherche? Oui, c'est ce que j'ai dit et j'ai précisé aussi, c'est qu'effectivement c'est un satellite infrarouge, voilà, donc il est plus ou moins sensible, et donc plus on est loin, plus l'objet est froid. Et donc si cet objet est un peu plus loin que le périhélie, ça sera peut-être hors de portée de WISE. Mais on ne sait pas, on n'a pas de certitude. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce projet de science participative. D'autres questions? Il y a une question là. Alors, si j'ai bien suivi, en fait, tout tombe à cause du biais. Et je voudrais savoir, si vous voulez, qu'est-ce que c'est. On a trouvé les biais et tout. Comment ils ont fait pour faire ça? Ce qui explique bien ceux qui ont justement apporté les Canadiens, c'est que leurs observations, on va remettre ça. Leurs observations ne disent pas que la planète 9 n'existe pas. Hein? Leurs observations disent qu'il n'y a pas besoin d'une planète 9 pour expliquer les orbites qui sont actuelles. Elle peut exister, mais il ne faut pas prendre l'argument des orbites anti-alignées, parce que ces orbites anti-alignées, elles ne sont pas vraies. Elles sont sujettes à caution puisqu'elles sont le résultat de biais. Mais depuis déjà bien des années, on dit que tout le monde est quasiment persuadé qu'il y a un Mars ou quelques Mars ou une Terre au-delà. C'est pas impossible d'après les modèles de formation du système solaire. On sait que le système solaire s'est formé avec plein de petites protoplanètes, quelques-unes du fait de ce chahut au début du système solaire, que quelques planètes se sont trouvées éjectées par les planètes des questions géantes. Donc c'est pas impossible qu'il y ait d'autres gros corps à l'extérieur du système solaire. D'autres questions là, mademoiselle, là-haut, un peu plus haut, Jean-Claude. Est-ce qu'on pourrait imaginer autre chose qu'une 9e planète face aux anomalies que vous avez évoquées? Une autre conception Alors ça peut être
Non, on n'a pas vraiment. Une planète pourrait expliquer tout ça. Hein. On pourrait, pour la falaise, on pourrait l'expliquer peut-être par une autre type de planète, voilà, qui serait plus là, qui a été éjectée, qui était là et qui est partie, ou alors alors une autre explication, ça serait aussi un jumeau au Soleil. Comme les étoiles aussi, elles naissent en binaire, on peut imaginer qu'un compagnon au Soleil était là, il a pu tronquer ce disque protoplanétaire, le couper, l'évaporer, et puis après ce compagnon binaire est parti. Donc il y a aussi cette possibilité-là. Encore une autre question ? Moi, j'ai entendu parler de la planète 10 en plus de la planète 9. Oui, rigolez pas, c'est vrai. Est-ce que c'est une blague ou quoi? Non, c'est une autre option. Par exemple, pour la petite anecdote, hein, Alan Stern, vous connaissez Alan Stern, donc c'est le PI de la mission New Horizons, c'est l'un des plus opposés au fait qu'on a changé le statut de Pluton, et d'ailleurs il est toujours aussi en colère contre l'IAU. Il dit qu'on n'aurait pas dû, tout ça, et il préfère appeler cette planète la planète X. Pas 10, mais X, voilà. X. Parce que c'est toujours faire insulte à Pluton que d'appeler les planètes 9, voilà. Donc peut-être que vous avez entendu parler de ça, en référence à cette... Monsieur. Oui, alors je voudrais revenir un petit peu, d'abord merci pour cette conférence, je voudrais revenir un peu plus tôt dans la conférence sur la définition qui a été donnée d'une planète, qui est de ce que j'ai compris, correspond la taille des résidus autour de la planète doit être inférieure à 1/100 de la planète. Or, pour la Terre, la Lune ne fait que 64 et 64 fois moins en masse, moins grosse que la Terre. Oui, c'est rentré en compte. C'est même pire que ça. Je crois que c'est 1/80. Voilà. Donc c'est cet ordre-là. Voilà, c'est de cet ordre-là. La Lune est effectivement c'est un des cas uniques dans le système solaire où on a une planète avec un objet, c'est le quart de la Terre en taille, et en masse, c'est presque 1/80. Donc c'est un des rares cas dans le système solaire, on a une Lune conséquente en masse. Mais néanmoins, même avec ça, la Terre est quand même dominante. Voilà. C'est l'ordre de grandeur. Quand on dit, les astronomes vous disent un facteur 100, voilà. Facteur 100, c'est l'ordre de grandeur. Oui. Le deuxième cas, c'est Pluton et Charon, où on a un facteur 8 en masse. Là, c'est vraiment un système double. Il y a une question en haut, et après c'est à vous. On a détecté récemment l'astéroïde Oumuamua, qui est d'origine extérieure au système solaire. On va sûrement détecter de plus en plus de ce type d'astéroïdes. Est-ce qu'ils ne vont pas aider forcément à modéliser justement l'origine extra-système solaire de cette Oui, tout à fait. De toute façon, là, même si on la trouve, cette planète, il va y avoir débat sur son origine. Là, on a déjà donné quelques pistes, hein, soit une